Amos Oz écrivait « On a tendance à tout dramatiser la nuit pour voir les choses plus sereinement le lendemain matin. Sauf qu'à Gaza, les perturbateurs de la nuit pilotés par le Hamas et le djihad islamique ont repris du service et font tout pour que les conséquences de ces violences la nuit tombée aient des implications sur le quotidien des Israéliens. Un quotidien qui, vous allez le voir dans le reportage que nous avons filmé auprès des policiers d'élite, les Yassam, vit aussi au rythme des menaces de la région, même dans ce paysage féerique des Lattes. Mais avant cela, c'est le Flash Actu Défense, présenté cette semaine par Océane Nicole. Bonsoir Océane. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. On commence tout d'abord par le dossier syrien. Donald Trump annonce la défaite militaire imminente de l'État islamique. La coalition internationale menée par Washington pourrait en effet reprendre le contrôle de Baghouz, un territoire de Daesh à l'est de la Syrie. En attendant, le président américain appelle les pays occidentaux, notamment la France, à reprendre les ressortissants européens partis combattre en Syrie. Des centaines de djihadistes pourraient en effet se retrouver dans la nature après le départ annoncé des soldats américains de Syrie. En France, 66% des Français sont favorables au retour du service militaire obligatoire, une façon de mieux éduquer les jeunes selon un récent sondage. Les valeurs militaires apparaissent également comme étant un moyen efficace pour remotiver des élèves en situation d'échec scolaire. On rappelle que le service national universel a été voté par le gouvernement. Il devrait être obligatoire pour tous les jeunes Français âgés de 16 ans au plus tard en 2026. En attendant, une première phase de test sera menée à partir du mois de juin prochain. Celle-ci devrait concerner quelques 3000 volontaires. Et on termine avec Israël. Le soldat israélien de 19 ans, blessé aux abords de la bande de Gaza, est sorti du coma. Il avait été touché par des éclats d'un engin explosif lancé depuis le territoire gazaoui, alors que des manifestants violents s'étaient mobilisés le long de la barrière de sécurité. En riposte, l'armée israélienne avait visé 2 positions du Hamas dans la bande de Gaza. Les renseignements israéliens estiment que c'est conjointement le Hamas et le djihad islamique qui sont derrière ces nouvelles flambées de violence. Voilà pour le journal Sécurité Défense. Mathias, je vous laisse en compagnie de vos invités. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Allez, on commence cette émission avec un futur, peut-être pourquoi pas député. Ram Shmueli, c'est un général de brigade de l'armée de l'air israélienne, était directeur des renseignements militaires de l'armée de l'air israélien, et il se présente pour le candidat du poste de sécuritaire au sein du parti Kulanu. Alors tout d'abord, Ram Shmueli, bonjour. Votre réaction à cette décision du cabinet de sécurité israélien un peu plus tôt, il y a quelques jours, qui a décidé de couper à la base les revenus des taxes palestiniennes pour empêcher Ramallah de payer les salaires des familles des terroristes? Pour moi, la question est de savoir pourquoi nous n'avons pas fait cela plus tôt. Et que voulez-vous faire? Mon parti est petit et n'a donc pas pu avoir suffisamment d'influence. Envoyer l'argent de l'État d'Israël à des familles de terroristes ayant assassiné des citoyens israéliens, c'est une chose qu'aucun pays au monde n'aurait acceptée. Il est certes regrettable que ces décisions aient été prises aussi tardivement, mais il vaut mieux tard que jamais. Oui, sauf que Ramallah dit que cela risque de déclencher une crise au sein de l'autorité palestinienne. C'est leur méthode habituelle, mais nous sommes extrêmement clairs. L'argent que nous versons est destiné à améliorer le niveau de vie en Judée-Samarie. Toutefois, nous n'accepterons jamais que cet argent arrive aux mains des familles de nos assassins. C'est tout à fait naturel. C'est ce qu'aurait fait tout autre État. Benyamin Netanyahou devait partir à Moscou ce jeudi, la rencontre a été annulée. Est-ce que vous pensez que le fait que le Premier ministre revendique les raids en Syrie a pu faire capoter cette rencontre? Sur ce sujet, je pense que d'une part, la politique de l'ambiguïté est la bonne. Et je mets de côté la question des élections, car il est vrai que l'on pourrait toujours l'accuser d'agir par intérêt électoraliste. Je parle vraiment d'un point de vue sécuritaire. Nous ne sommes pas à sa place et n'avons pas connaissance de l'ensemble des paramètres sur lesquels il se base. Par conséquent, il faut lui faire confiance. Il a fait ses preuves jusque-là. Le ministre des Finances, lequel est le chef de mon parti, siège à son côté au sein du cabinet. Je fais confiance au ministre des Finances, Moshe Kahlon, qui saura protéger Benyamin Netanyahou pour qu'il continue à faire les choses avec discernement et, le plus important, à veiller sur la sécurité d'Israël.
Ram Shmueli, vous avez pensé participer à la frappe aérienne contre la centrale nucléaire syrienne en 2007. Comment lire et surtout comprendre les récentes joutes verbales entre les leaders iraniens et israéliens? L'Iran pousse Israël à la guerre. Toutefois, je propose de chercher à comprendre la situation dans laquelle se trouve le pouvoir iranien. Ce dernier est sous pression économique, son économie étant en mauvais état, sous pression sociale, car le peuple iranien en a assez de ses dirigeants. À cet égard, j'ai toujours affirmé que notre ennemi n'était pas le peuple iranien, mais le pouvoir en place dans ce pays. L'Iran est sous pression du fait des sanctions économiques que lui imposent les États-Unis. Il est enfin sous pression du fait du réveil saoudien, l'Arabie saoudite n'acceptant pas le lancement de missiles par Téhéran. Par conséquent, tous ces facteurs contribuent à l'isolement de l'Iran. Par ailleurs, l'histoire nous apprend qu'une telle situation n'est pas sans danger. C'est pourquoi Israël doit surveiller avec beaucoup de prudence sa frontière nord. L'Iran ne peut pas nous faire grand-chose à distance, si ce n'est qu'en lançant de façon sporadique quelques missiles qu'Israël est en mesure de stopper. La véritable menace iranienne provient du Liban, État complètement vassalisé par l'Iran. En effet, le Hezbollah, agent de l'Iran au Liban qui a réussi à prendre ce pays en otage, est une menace pour tout le Moyen-Orient. Et contre cette menace, le monde entier, y compris la France, doit rester très vigilant. Nous parlons français ici. Je pense que la France doit garder un œil sur le Liban et empêcher que ce pays ne provoque une escalade qui pourrait conduire à une guerre avec Israël. Je le répète, Ram Shmueli, vous avez participé à la frappe aérienne contre la centrale nucléaire syrienne en 2007. Est-ce qu'un tel scénario, selon vous, pourrait avoir lieu en 2019 ? Il est évident que je ne peux répondre à cette question. Mais regardons l'histoire du peuple juif. Judas Maccabée, un siècle avant l'ère civile, a toujours agi en fonction de l'état des puissances. À cette époque, il s'agissait de puissances différentes de celles d'aujourd'hui. Rome, la Grèce. Aujourd'hui, les puissances, et vous l'avez rappelé, sont les États-Unis et la Russie. Nous ne sommes pas une puissance. C'est pourquoi nos yeux doivent rester rivés sur la carte du monde. D'un côté, nous devons défendre la sécurité d'Israël et de l'autre, nous devons nous garder de penser que nous serions une puissance. Nous ne sommes pas une puissance. Nous avons une armée et une aviation militaire forte. J'ai servi dans notre armée de l'air pendant 40 ans. Je connais ses capacités. De même que l'ennemi connaît nos capacités. Toutefois, je propose de ne pas nous comporter comme une puissance. La modestie est une chose importante dans les relations internationales. Est-ce que les commandants des fronts nord et front sud doivent être plus que jamais aujourd'hui sur le qui-vive ? Bien sûr, et je l'ai dit précédemment, les troubles peuvent survenir principalement du nord, mais ils peuvent aussi survenir du sud. L'Iran est gouverné par un régime terroriste qui combat au Yémen, qui menace Israël ainsi que d'autres États, à travers la Syrie, qui soutient le Hezbollah au Liban et qui se trouve même aujourd'hui dans la bande de Gaza. Le pouvoir iranien constitue une menace, pas seulement pour Israël, mais pour l'ensemble du Moyen-Orient, et peut-être même pour le monde entier. Pour nous, ce que les non-juifs disent importe peu. Ce qui compte réellement, c'est ce que font les juifs. Bien que nous soyons prêts à toute éventualité, nous ferons tout le nécessaire pour empêcher que n'éclate une guerre inutile. Toutefois, celui qui menacera l'État d'Israël paiera cher pour ses actes. Merci Ram Shmueli, ancien pilote de chasse et ancien responsable des renseignements dans l'armée de l'air israélienne. Allez, on prend de la hauteur, ou plutôt on descend vers le sud d'Israël. Eilat, station balnéaire, féerique, paysage féerique, mais depuis 6 mois, il y a eu la création de cette unité d'élite, les Yassam. Regardez, elle fait partie de la police israélienne. Capable d'agir n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle situation. Bienvenue dans l'unité spéciale d'intervention de la police israélienne, les Yassam Eilat. Une nouvelle unité formée il y a 6 mois pour répondre aux menaces qui pèsent sur la ville balnéaire israélienne. Notre objectif est de donner la réponse la plus rapide et la mieux appropriée en fonction des forces en présence. Nous sommes composés de 19 combattants déjà expérimentés au sein de nos différentes unités. Nous avons recruté les meilleurs éléments que nous souhaitions des 4 coins d'Israël. Et l'un d'entre eux, Shachar, l'une des premières victimes de l'intifada des couteaux. En octobre 2015, il est très sérieusement blessé dans une attaque à la porte de Damas, à Jérusalem, et a dû se faire violence pour être reçu
dans cette unité d'élite. Ils nous donnent rendez-vous comme par hasard, devant la levée du drapeau à l'ancre, symbole de la libération de la ville des mains jordaniennes en 1949. J'ai l'impression de continuer leur œuvre, de continuer à sécuriser la frontière sud du pays. J'ai dû repasser tous les tests pour être reçu dans l'unité des Yassam, physique surtout, en portant sans cesse le gilet pare-balles et le casque, pour être certain que le moment venu, la douleur m'empêche d'intervenir. J'ai toujours cette petite voix qui me dit « À quoi bon tout ça? Tu t'en es sorti, tout va bien. » Mais l'autre voix, plus puissante, me dit « Rien ne te fera plier. » On retrouve justement ces combattants devant un bâtiment désaffecté qui jouxte le port d'Eilat. Exercice du jour, faire face à une attaque d'un, voire plusieurs terroristes armés. Objectif, être capable en quelques secondes d'intervenir. Cet entraînement met à l'épreuve le professionnalisme de nos combattants. Le port d'Eilat se trouve à 200 mètres. C'est là qu'il y a déjà eu une attaque d'un ouvrier. Il aurait très bien pu aussi poursuivre sa route et rentrer dans l'une des maisons juste derrière nous. Le commandant n'a alors pas le temps de terminer son message. Ces hommes ont déjà repéré et neutralisé le terroriste. Fin du premier exercice. Ce qui saute alors aux yeux, c'est le comportement de Shahar. Comme s'il n'avait jamais été blessé, il agit en fonction de son instinct. Cela fait partie de mon rétablissement, c'est mon médicament. Je n'aurais pas pu rester à la maison et ressasser l'incident. Je n'arrête pas d'y penser d'ailleurs. Mais mon traitement passe par le retour sur le terrain en tant que combattant. J'ai eu des moments difficiles où pendant 6 mois, je n'ai pas pu porter de gilet pare-balles, je ne pouvais même pas porter de fusil M16. Mais Shahar, je vous ai vu arriver le premier face au terroriste. Vous avez couru vers lui pendant que vous teniez votre arme. Vous ne pensez pas à la blessure à ce moment-là? Je suis concentré sur l'événement que je vis au moment donné, que ce soit ici à Eilat ou ailleurs. J'essaie de ne pas être distrait par ce qui s'est passé. Ce n'est pas une question d'être distrait, ça fait partie de votre mémoire. Oui, mais après coup, que ce soit moral ou physique. J'essaie d'analyser les situations que je vis ou que je pourrais vivre et je les compare avec ce qui s'est passé. Je ne suis pas un héros. Je n'ai fait que mon travail. C'est pour ça que je me suis engagé dans les rangs de la police. Riyad va alors compliquer le scénario de l'entraînement. Ces hommes scrutent à nouveau les lieux. Mais le suspect se cache dans un des couloirs. Il va tenter de prendre la fuite après avoir dégainé une première fois, jusqu'à ce qu'il soit neutralisé. La même attaque, filmée à travers le casque de l'un des policiers. Jordanie, Arabie Saoudite, Égypte. Les menaces ne manquent pas dans cette ville d'Eilat. Ces policiers du Yassam seront les premiers à se confronter avec des terroristes, y compris s'ils sont armés. Une partie des dangers que nous prenons en compte, c'est la donnée de l'inconnu, comme vous avez pu le voir au cours de l'exercice. Un de nos combattants a été tué. Mais ce que je veux dire, c'est que nous savons quel est le risque. Mais je suis là pour empêcher une tuerie de masse. Si le terroriste a réussi à tuer 1 ou 2 de nos combattants, mais que nous l'avons éliminé, nous avons réussi notre mission. S'il parvenait à nous contourner, il aurait pu tuer des dizaines, voire des centaines de civils dans la ville. Une expertise sur le terrain qui aurait déjà conquis les anciens. Ce général de brigade de réserve de l'armée israélienne est aussi en charge de la sécurité du port d'Eilat. Il est venu spontanément rendre visite à ses combattants. Ces hommes sont super professionnels et se préparent au contact des terroristes, une terreur qui se trouve à nos portes et peut intervenir à n'importe quel moment. Et ceux qui sont capables de répondre à ces menaces, ce sont ces hommes du Yassam Eilat. L'objectif des Yassam est alors de répondre aussi vite que possible à un incident. Comme ce fut le cas le 30 novembre dernier, un ouvrier jordanien avait alors attaqué à coups de marteau des officiers israéliens. On se rend aux États-Unis, à Washington, avec Michael Prugent, ancien agent du renseignement du ministère de la Défense américain, notamment en Irak. Michael, est-ce que vous pouvez confirmer le fait que les États-Unis aient tenté de saboter le programme balistique iranien ? Les États-Unis ont toujours considéré le programme balistique iranien comme un élément déstabilisateur dans l'accord sur le nucléaire iranien.
Et depuis que nous nous sommes retirés de cet accord, le programme balistique iranien nous inquiète beaucoup, tout comme le fait que l'Iran continue à violer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis sont fermement déterminés à démanteler la capacité de l'Iran à posséder des missiles balistiques et à faire échouer son programme nucléaire. Nous voulons mettre fin au soutien iranien au terrorisme et à la prolifération d'armes. L'Iran continue à créer de nouvelles milices alliées en Irak et en Syrie qu'elle peut utiliser pour menacer nos alliés dans la région, ainsi qu'Israël. Mais d'un point de vue technique, est-ce que c'est possible que les États-Unis aient dégradé ce programme balistique iranien? Oui, nous avons des capacités offensives à notre disposition, si le gouvernement décide d'y avoir recours. Elle pourrait empêcher les tests et le bon ordre de ce programme de missiles balistiques. Il y a des choses que les États-Unis possèdent, des capacités cybernétiques mortelles et d'autres moyens de dérégler ce programme. Mais la question est de savoir si l'on a envie de les utiliser. Autre polémique autour de Monica Witt, cette fois cet ancien agent du renseignement dans l'armée de l'air américaine qui a fait défection au profit de l'Iran. C'est quand même à peine croyable en pleine crise avec le régime des mollahs. En effet, ce qui est incroyable, c'est que le gouvernement Obama a occulté le fait que Monica Witt a fait défection en Iran, qu'elle a fourni à l'Iran l'identité d'agents du renseignement, c'est-à-dire des sources américaines que la CIA et le DIA avaient recrutées, et elle a aussi révélé notre stratégie d'interception de signaux concernant l'Iran. Donc c'était un agent du renseignement en charge de l'interception des signaux au service de la NSA en tant que sergente de l'armée de l'air, et elle pouvait dire au régime iranien qui était sur écoute quelle fréquence était utilisée. De cette manière, le régime a pu manipuler les conversations qu'ils avaient en sachant que la NSA écoutait afin d'induire les États-Unis en erreur et leur faire croire que la République islamique coopérait avec l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien et adhérait à cet accord. Monica Witt a provoqué d'importants dégâts. Non seulement elle a mis en danger la vie des agents du renseignement, mais elle a aussi porté atteinte à la réputation de l'institution américaine et de ses officiers qui semblaient tout d'un coup moins fiables et moins dignes de confiance. Elle a montré au régime comment tromper la NSA. Voilà les dégâts qu'elle a causés. Attendez, cela signifie que des personnes au sein de l'administration Obama savaient, mais n'ont rien dit? Je pense que John Brennan le savait. Oui, il était au courant. Je sais que Ben Rhodes aussi était au courant, tout comme Susan Rice. Et personne n'a ébruité cette affaire, car la dernière chose dont on a envie de parler, c'est d'expliquer comment un citoyen américain a fait défection en Iran, a dévoilé des renseignements et a donné à l'Iran la possibilité de s'opposer, de contrer et de tromper les opérations des services secrets américains. Donc la sécurité serait passée au second plan pour des raisons politiques, pour sécuriser l'accord sur le nucléaire iranien? Le gouvernement a fait beaucoup de choses. Souvenez-vous, il a essayé de dédramatiser au moment où 10 soldats de la marine américaine étaient détenus par l'Iran, ainsi que le kidnapping de 3 Américains à Bagdad le soir de la validation de l'accord sur le nucléaire iranien en janvier 2016. Le gouvernement a continué à minimiser l'importance des activités déstabilisatrices iraniennes en Irak, en Syrie, au Yémen et au Liban, et ce, afin de garantir l'accord sur le nucléaire iranien. Merci Michael Pragent. Depuis Washington. Allez, le drapeau israélien flottera bientôt sur la Lune. La mission est prête et débutera ce jeudi son périple qui le mènera en 2 mois sur la Lune. Lisbeth Common. C'est le 21 février qu'aura lieu le lancement du premier vaisseau spatial israélien. Appelé Bereshit, la Genèse en français, il partira de Cap Canaveral en Floride ce jeudi. Jusqu'à présent, seules les grandes puissances ont atterri sur la Lune. Les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine. Mais si tout se passe comme prévu, l'État d'Israël, notre jeune et petit pays, sera le 4e pays de l'histoire à poser un engin spatial sur la Lune. Le vaisseau spatial portera une capsule temporelle qui restera sur la Lune une fois la mission terminée. Elle comprend des centaines de fichiers, parmi eux des images envoyées par les Israéliens de tout le pays, une Bible miniature et des chansons israéliennes. Depuis le début, Bereshit est un projet atypique. L'équipe israélienne n'avait jamais travaillé sur une mission lunaire auparavant. Chaque composant de l'engin représentait donc un vrai défi.
Dans sa forme finale, Bereshit a à peu près la taille d'un réfrigérateur et pèse 160 kg. La mission coûte au total 95 millions de dollars, dont une grande partie financée par Maurice Kahn lui-même. Bereshit devrait atteindre la Lune au mois d'avril. Le reste fera partie de l'histoire. Et pour parler de ces projets spatiaux israélo-américains, je reçois dans Défense deux hommes. D'abord, Avi Blasberger, vous êtes directeur de l'agence israélienne spatiale, mais également général de réserve de l'armée américaine Charles Bolden, qui est ancien administrateur de la NASA. Bonjour, messieurs. D'abord, première question, monsieur Avi Blasberger. Quelle est la nature de ces relations entre la NASA et l'agence spatiale israélienne ? La coopération entre Israël et la NASA dure depuis de nombreuses années. Il faut dire qu'Israël coopère avec la majorité des agences spatiales dans le monde, mais du temps de Charlie, cette coopération s'est approfondie et nous nous réjouissons de tout élargissement de cette coopération, d'autant que ces derniers temps, la coopération avec la NASA est devenue beaucoup plus significative. ובזמן האחרון השיתוף פעולה עם נאס"א מתרחב בצורה משמעותית. Général Bolden, peut-être question un peu abrupte, mais que cherche la NASA lorsqu'elle va chercher du côté d'Israël certaines techniques, par exemple ? Sous le gouvernement Obama, nous avons fait de nombreux efforts pour faire rentrer davantage de pays dans la famille spatiale. Obama avait coutume de dire qu'il voulait des partenaires non traditionnels. Israël n'en fait pas partie. Israël est un partenaire traditionnel, mais à ce moment, nous parlions de pays qui ne possédaient pas d'expertise technique ou de moyens financiers. Donc nous nous sommes rendus dans d'autres pays de la région, ici au Proche-Orient, car tout le monde pouvait travailler dans les programmes pédagogiques, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Et c'est de cette manière que nous avons développé nos partenariats. Nous avons aujourd'hui 8000 accords internationaux en activité avec plus de 120 pays. Donc la NASA a toujours considéré qu'il est très important d'agrandir la famille le plus possible, car nous nous sommes rendus compte que plus il y a de pays impliqués, plus on a de chances de réussir et de mettre en place le genre de choses qu'on veut entreprendre, car chacun possède un niveau d'expertise que les autres n'ont pas. On parle ici d'une collaboration civile ou militaire ? La NASA est un programme spatial civil comme l'agence spatiale israélienne, donc il y a une vraie distinction entre l'espace civil et l'espace militaire. Et il faut comprendre que la NASA fournit certaines choses qui s'appliquent à tous les domaines, comme les communications dans la navigation. Donc pour n'importe qui va dans l'espace lointain et quasiment n'importe qui dans le monde, la NASA fournit, par l'intermédiaire du Jet Propulsion Laboratory, un réseau dans l'espace lointain qui permet d'établir des communications et la navigation. Il y a donc de fortes chances pour que quiconque se rende dans l'espace lointain utilise le réseau de communication et de navigation de la NASA. On a toutefois l'impression que la frontière est plutôt mince entre le programme civil et le programme militaire. La ligne est claire. Aux États-Unis comme en Israël, il y a une distinction totale entre les programmes spatiaux civils menés par le ministère des Sciences et les programmes militaires dirigés par le ministère de la Défense. Que les responsables se rencontrent dans un petit pays comme Israël, c'est naturel, mais les programmes que nous menons sont civils et ceux qu'ils mènent sont militaires. Et il faut reconnaître, comme l'a dit Charlie, que dans l'espace, il y a de nombreux domaines communs, mais la distinction sur ce que chacun fait est très évident. On semble totalement être revenu au moment de la guerre des étoiles. Est-ce que vous êtes tous les deux dans le même camp ou il y en a un qui est dans le côté obscur de la force ? Le méchant, ce n'est pas lui ou moi. Nous travaillons ensemble pour nous assurer que ce sont toujours les gentils qui gagnent. Et dans notre cas en particulier, même si je ne peux pas parler à la place d'Avi, je peux dire que dans le cas de la NASA, les gentils sont ceux qui habitent sur Terre. Ici, avant de faire quoi que ce soit, nous nous posons toujours la question parce que nous voulons que tout le monde comprenne la raison pour laquelle nous faisons cela. Car si vous ne comprenez pas le pourquoi, ça va être très difficile de vendre vos programmes et d'obtenir le soutien dont vous avez besoin. Et à la NASA, notre vision, c'est d'atteindre de nouvelles initiatives, révéler ce qui n'est pas connu et utiliser notre savoir et nos découvertes pour améliorer les conditions de vie des hommes sur la planète. Et c'est en général de cette manière que nous travaillons et nous établissons des priorités.
General Bolden, Israël représente quoi, vu de l'espace? Vous qui avez mené 4 vols en orbite, plus de 680 heures dans l'espace. Oh, all the time. And in fact, I always include a slide in all my Oui, presentations. et d'ailleurs, quand je fais une présentation, je consacre toujours une diapositive au Proche-Orient. J'ai fait une présentation dans les locaux de Netanya. Il y avait des gens de tous les âges et mon ami qui vit ici a regardé la partie consacrée à Israël. C'était une vue rapprochée d'Israël depuis l'espace, prise lors d'une mission. Et je l'ai utilisé pour mettre l'accent sur une chose qu'Ilan Ramon avait dite lors de son voyage. Il avait dit « Les premiers jours, on cherche son pays car on veut le voir depuis l'espace. Au bout de quelques jours, on voit de manière plus large sa région. Et quand on arrive à la fin de la première semaine, on se rend compte qu'on est citoyen du monde. Et là, la planète devient notre point de mire. On comprend qu'il n'y a qu'un seul océan. Ils sont tous reliés entre eux et que nous partageons une seule atmosphère. Je crois que ce que fait l'agence spatiale israélienne, ce que fait la NASA, ce que font nos partenaires dans les autres agences du monde entier, tout cela converge vers un seul et unique objectif, rendre le monde meilleur jour après jour. Avi Blasberger, s'il n'y avait qu'un mot pour représenter cette collaboration entre la NASA et l'agence israélienne d'espace, ça serait quoi? Peut-être fierté? Travailler dans le domaine de l'espace, c'est toujours une fierté. C'est un domaine pionnier. Et la coopération avec des pays comme les États-Unis amplifie cette fierté. Il y a énormément de gloire dans cette activité. En clair, comme le promettait un certain Barack Obama, yes, we can, sauf que vous l'avez fait. Yes, we can. Yes, yes, we can. Very true. Voilà, cette émission est terminée. Yes Weekend, nous aussi, nous l'avons fait, cette émission, ce numéro de défense. Je vous retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Bonne semaine sur i24 News.